Alors, bonjour. Les Noirs, ces représentants de la splendide race africaine qui ont gardé leur pureté raciale grâce à leur manque de goût pour le bain. Qui a dit ça? Un auteur d'extrême droite? Un nazi revendiqué? Bah non, c'est Che Guevara. Eh oui, la vie est pleine de surprises, mes amis. Parce qu'aujourd'hui, Che Guevara, c'est surtout des t-shirts, des posters pour chambres d'adolescents, des slogans pour étudiants en fac de sociaux. Ça, c'est l'image romantique du Che. Mais il comandante, c'est aussi et c'est surtout un fils de bourgeois devenu dictateur sanguinaire, criminel sans pitié et terroriste. C'est bon à savoir. Bon à savoir, et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. L'image romantique fantasmée de Che Guevara nous vient de la première période de sa vie, celle de baroudeur idéaliste. Che Guevara, de son vrai nom, Ernesto Guevara de la Sierra, je le fais bien, est né le 14 juin 1928 en Argentine, au sein d'une famille aristocrate. Tiens, étonnant. Un fils de riche qui, tout à coup, développe des idées communistes. Il n'empêche que dans sa jeunesse, il est peu politisé, voire pas du tout. Il fait tout d'abord des études de médecine, il apprend le français, et puis devient médecin sans grande conviction. Déjà, il a un côté baroudeur, vagabond, vous savez, ce petit côté Jean Lassalle. Et ainsi, très tôt, il pratique l'autostop, et à 24 ans, malgré son asthme chronique, eh bien, il commence un grand voyage à travers l'Amérique latine en mobilette. Parce que sur la route, il découvre la misère, les pauvres, les Indiens, les indigènes avec lesquels il fraternise. Et il s'identifie aux pauvres et surtout, il identifie l'ennemi états-unien après avoir vu les multinationales américaines exploiter les indigènes. En 1953-54, il entreprend un second voyage et là, tout va basculer parce que jusqu'à présent, il n'est pas encore marqué idéologiquement, politiquement, et là, il va devenir profondément marxiste, profondément révolutionnaire. Ici s'arrête donc la vie du premier Che, le jeune idéaliste romantique, les cheveux au vent comme BHL. Parce qu'à partir de 1955, le mec commence à péter les plombs, littéralement. Il commence à signer Che au bas de ses lettres à sa mère. Che, c'est le surnom que lui a donné un réfugié cubain au Guatemala. Il l'a surnommé El Che Argentino. En gros, ça veut dire littéralement « Salut à toi, l'Argentin ». Donc il va garder ce surnom, le surnom de Che. Il va signer dans les lettres à sa mère Che. Et il va parfois signer Staline II. Staline II dans les lettres à sa mère. Là, on n'est pas sur du romantisme, là, on est sur un niveau de beaufrie absolu, quoi. C'est comme si moi, demain, je me mettais à signer mes chroniques Napoléon II. Napoléon II. Bref, en 55, à Mexico, il rencontre Raúl Castro, qui a fui Cuba après une tentative avortée de guérilla. Puis ensuite, il rencontre son frère, Fidel. Avec les frères Castro, il se dit, allez hop, c'est parti. Il organise, plein de panache, pour le coup, il faut le dire, un débarquement à Cuba sur un yacht à moteur. Là, on est fin 1956. L'objectif, c'est renverser la dictature de Batista. En soi, le débarquement est une catastrophe. Seuls 22 hommes sur 82 parviennent à débarquer dans la Sierra Maestra, qui est une zone montagneuse. Mais de cet échec, ils vont faire une victoire et à partir de là, ils vont initier une guérilla redoutable contre le régime. Entourés de mercenaires, de repris de justice, de trafiquants de drogue et de quelques paysans, ils parviennent à renverser Batista, qui a été lâché par les Américains, et Batista s'enfuit le 1er janvier 1959. Déjà à ce moment-là, avec ses soldats, le Che se montre impitoyable. Il se montre impitoyable avec l'ennemi, ce qui est normal, mais avec ses soldats également. Les lâches sont punis sévèrement, les déserteurs sont exécutés sommairement, souvent de la propre main du Che. Dans une lettre à sa mère, à ce moment-là, Che Guevara, qui signe désormais Staline II du 92 RPZ, non c'est pas vrai, Che Guevara, dans la lettre à sa mère, il se dit, je cite, « assoiffé de sang ».
et ça va continuer. En 59, donc, le Che, devenu comandante, et les frères Castro ont gagné et ils installent à Cuba le régime nouveau. Alors, on va rapidement passer d'une tyrannie, celle de Batista, à une dictature communiste absolument inhumaine. Dès 59, on met en place le parti unique. Les élections sont interdites. Révolution si, élection non. C'est ce qu'on a dit au peuple. La parole n'est pas libre, muselée. Les universités et les médias sont purgés. Et on installe même, là c'est orwellien, dans chaque quartier de la Havane, on installe des comités de défense de la révolution pour surveiller les habitants, pour écouter ce qui se dit. Autant vous dire qu'il fallait mieux pas parler mal du Che lors d'un repas de famille à table. Les homosexuels sont envoyés dans des camps et on leur inflige des décharges électriques pour tenter de les normaliser. Ça on le dit pas. Les prisons se remplissent de prisonniers politiques. Che Guevara en personne prend la tête des tribunaux révolutionnaires et il va organiser des centaines de procès sommaires sans défense pour les accusés. Ainsi, des centaines d'hommes accusés d'être des contre-révolutionnaires, accusés rapidement, sont fusillés et parfois par le Che lui-même. À un moment, le mec il va tellement loin que Fidel Castro lui-même, Fidel Castro qui est un mégalomane mais qui est quand même un pragmatique, un roublard quoi, il lui demande de lever le pied parce que la communauté internationale commence à froncer les sourcils. Mais le Che, qui est un idéologue pur, il s'indigne et même il réclame plus de pelotons d'exécution. Le mec est parti totalement en roue libre, quoi. Voilà le régime que Che Guevara installe avec les frères Castro à Cuba. Les mecs font n'importe quoi, ils se sont crus dans Tropico, quoi. Et ils vont continuer de faire n'importe quoi, puisqu'après cette période où Che Guevara bute à peu près tout le monde, il prend la tête de l'économie cubaine. Et bien voilà, là enfin il va pouvoir appliquer sa doctrine communiste pour libérer le peuple de la misère. C'est ce qu'il fait. Il met en place une planification à la soviétique, qui est un désastre. Il s'occupe tout d'abord du sucre, la production de sucre, qui est la principale production de Cuba, qui est vraiment centrale dans l'économie cubaine. Il s'occupe de la production de sucre, il tente de la diversifier. Résultat, la production chute et bientôt, comble de l'ironie, Cuba doit importer du sucre. Ensuite, l'agriculture. On avait promis une redistribution des terres aux paysans, mais non, pas de redistribution. On nationalise tout et rapidement, avec la bureaucratie et tout ça, la production chute également. C'est à ce moment-là à peu près que Che Guevara devient gênant pour Castro, puisque non seulement ce qu'il fait ne marche pas, mais Guevara est incapable de la moindre remise en question. C'est simple, quand ça va pas, il pense que c'est parce que ses idées n'ont pas été respectées dans leur pureté. Et puis du coup, il flingue tout le monde. Le fameux mythe du communisme qui n'aurait jamais été véritablement appliqué, sinon on aurait bien vu que c'était formidable. Oui, mais partout sur la planète, bien souvent, tout le temps même, à la fin, il n'y a plus vraiment personne pour nous dire si c'est formidable ou pas. Guevara est à ce point dans son truc qu'un jour un architecte lui dit qu'il faudrait des ascenseurs et des toilettes dans les immeubles de la Havane. Là, Guevara, il dit non, l'homme nouveau n'en a pas besoin, il peut se sacrifier. Les ascenseurs, à la limite, je peux comprendre, l'homme nouveau, il est athlétique, il peut monter les marches, il peut monter à pied. Mais les toilettes... À la fin, les seuls bénéficiaires de ce système sont la classe d'apparatchiks et de profiteurs qui va se créer et qui va jouir du pouvoir et des privilèges. Et le peuple, dans tout ça, il est mis de côté et il est dans la misère. Devenu gênant pour Castro, Guevara est écarté et il quitte Cuba avec pour objectif d'exporter la révolution. Et ce sera un échec partout. En Amérique du Sud, un peu partout en Amérique du Sud, il va organiser et financer des guérillas, ça va pas marcher. Même au Congo, il va tenter au Congo d'organiser une guérilla, ça ne va pas marcher non plus. Fail sur toute la ligne, ça marche pas, les paysans ne rejoignent pas son mouvement. C'est à ce moment-là qu'il va théoriser le terrorisme, le justifier et l'encourager dans ses écrits, mais aussi dans ses actes, par exemple. Juste un exemple, il va former et entraîner des soldats pour le FLN et il va encourager, organiser les opérations qui vont conduire à la mort de Français. Ainsi, on peut dire, sans sourciller, en se basant à la fois sur les faits et sur ses écrits, que Che Guevara, dont s'inspirent aujourd'hui beaucoup de mouvements de ce genre, est l'un des pères fondateurs du terrorisme. Heureusement, l'aventure s'arrête le 9 octobre 1967 en Bolivie.
À 39 ans, il est capturé puis exécuté dans la foulée par des militaires boliviens. C'est la fin du Che. Les leçons de tout ça, aujourd'hui on constate que le premier Che, vous savez, le vagabond idéaliste et romantique, le premier Che a remplacé le second. Pourtant, le premier est devenu le second. Le second est l'aboutissement du premier. On peut absolument pas dissocier les deux. En résumé, on peut le dire, il s'agit bien d'un des pires criminels du XXe siècle qui a tué de sang-froid des dizaines de personnes, en a fait tuer des centaines et a mis en place aux côtés des Castro l'une des pires dictatures communistes du monde et qui a duré longtemps et qui dure encore. Et pourtant, voyez vous-même, reste cette image romantique incarnée par cette célèbre photo. Alors pourquoi ? Sans doute parce que, contrairement à Staline ou à d'autres dictateurs ou tyrans, ce qu'on ne peut pas enlever à Guevara, c'est d'avoir toujours agi au nom d'idées. C'est un idéologue pur, un jusqu'au-boutiste qui s'est exposé personnellement et qui a mis la main à la pâte, qui a donné l'exemple pour des idées. Des idées de merde, on est d'accord. Et puis on est d'accord que ça justifie quand même pas tout ce qu'il a fait, mais c'est comme ça que les choses se passent dans l'esprit de certains qui sont un peu déréglés. Et puis en plus, comme c'est au nom du communisme, donc au nom du bien avec un grand B, j'imagine que c'est pour ça que ça passe aussi. Et puis bon, après tout, il ne fait plus frétiller que quelques gauchistes boutonneux ou incultes. Et Anne Hidalgo, maire de Paris, qui organise et promeut des expos à Paris en rendant hommage au Che aux frais du contribuable. Et François Hollande, quand il était président, qui lui a rendu hommage lors d'un voyage à Cuba. Ouais. En gros, ces gens, ils ont décidé de retenir que le romantisme, que le premier Che. Mais ça marche pas comme ça, les gars, parce que dans ce cas, j'ai envie de vous dire, Hitler, avant d'être Hitler, c'était un peintre romantique, lui aussi. Et puis Hitler, il adorait les animaux, et puis il était végétarien, tiens. Alors à quand Émeric Caron sur un plateau de télé avec un t-shirt d'Adolf Hitler au nom de la cause animale? Non, ça on n'a pas le droit. Il y a le mauvais dictateur, celui qui tyrannise et qui tue. Et puis il y a le bon dictateur, celui qui tyrannise, qui tue. Mais c'est un bon dictateur.